C'est très bien. Génial. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Et puis, donc tout d'abord, on va commencer par introduire nos experts aujourd'hui, nos intervenants. Et donc, ça va être ensuite on va commencer par une discussion en deux parties. Et on finira sur 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous aurez l'opportunité de pouvoir poser toutes vos questions par rapport à la stratégie de fidélisation donc pour réconcilier vos talents aujourd'hui, donc pour toutes ces clés que l'on peut trouver. Donc, tout d'abord, Pauline Martin, veux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc moi, c'est Pauline Martin. Je suis consultante RH chez Factorial et mon rôle au quotidien, c'est vraiment de conseiller et d'accompagner toutes les PME sur la digitalisation de leur processus RH. Donc c'est assez large, ça va vraiment du recrutement jusqu'à l'offboarding d'un collaborateur. Et dedans, bah, on va mettre tout ce qui va être gestion des congés, gestion justement des avantages dont on va parler aujourd'hui, des entretiens. Super, merci beaucoup. Nous sommes aussi accompagnés donc Arnaud Douane, j'espère que Mm. je le dis correctement. Tout à fait. Oui, bonjour. Donc Arnaud, enchanté. Moi, ça fait maintenant 20 ans que j'évolue dans le monde merveilleux des ressources humaines. D'abord en tant que RH au sein de différentes entreprises en France, à l'international, de taille et tout secteur d'activité. Et ça va faire une petite dizaine d'années maintenant que je suis du côté conseil. Et ma spécialité, c'est d'accompagner les organisations qui le souhaitent, qui sont authentiques dans la démarche, à travers le prisme de la culture d'entreprise, des pratiques, renforcer l'attraction et la fidélisation de leurs collaborateurs, améliorer leur process et, in fine, évidemment, travailler sur la notion d'image employeur et de marque employeur. Super, merci beaucoup. Et Alice Batt. Bonjour à tous. Oh, excusez-moi, un petit problème audio. Bon. Alors, est-ce que ça fonctionne? Petit problème technique, excusez-moi. Excusez-moi, je vais me Excusez-nous. reconnecter. Donc, on va attendre que Alice se reconnecte euh, avec ses petits problèmes techniques et on pourra commencer la discussion. Donc, je pense qu'elle devrait se reconnecter assez rapidement. Et nous voilà de retour. Très Alors, bien. Oui, Alice, on t'entend. excusez-moi. Voilà, normalement, on devrait être bon. Oui, très bien, ça marche. Bon, excusez-nous. Du coup, Alice Batt, moi je suis directrice employee benefits chez Freenove for Business. Et du coup, je suis en charge du déploiement de la solution employee benefits sur la France, mais notamment sur l'Europe chez Freenove for Business. Super, merci beaucoup. Eh bien, on va commencer sur ce chiffre. Donc, 7% des salariés français sont engagés dans leur travail. Donc, c'est un chiffre qui est assez bas. Et je pense que Arnaud pourra nous en dire plus sur la définition de l'engagement exactement et du pourquoi de ce chiffre. Yes, bah, merci. Effectivement, c'est un chiffre. Alors, il est connu, hein, c'est une étude annuelle de l'Institut Gallup. C'est une étude qui est menée chaque année depuis quelques années maintenant. Et on s'est emparé de ce chiffre. 7% des gens en France se déclarent engagés dans leur travail. Ça peut faire peur parce que ça laisse imaginer qu'il y en a 93% derrière qui ne sont pas engagés, voire
qui peuvent adopter des comportements un petit peu dangereux. Pour remettre déjà en perspective, on est en France clairement pas les bons élèves, on est même en queue de peloton, mais au niveau européen, le taux global d'engagement est de 13%. Donc on est quand même déjà dans une région qui est relativement plus faible que d'autres parties du globe. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, là aussi pour mettre en perspective, les années précédentes au niveau mondial, par exemple, le taux moyen d'engagement en déclaratif est de l'ordre de 20%. Donc de manière générale, le constat qui se pose, c'est que les gens qui acceptent de parler de leur rapport à leur travail sont quand même dans l'immense majorité, soit peu engagés, soit voire en situation de désengagement pour certains d'entre eux. Qu'est-ce que c'est un salarié engagé? C'est pas forcément évident à définir parce qu'il va y avoir des questions de perception, déjà par rapport à la culture en place dans une organisation, la vision que peut être l'engagement selon une direction, un management, etc. Mais on pourrait sans doute le traduire par un ensemble de comportements qu'on va pouvoir observer, consigner, au premier rang desquels les comportements dits de loyauté, la participation aux projets transverses, l'investissement, la capacité à s'organiser pour atteindre les objectifs qui sont fixés, voire les dépasser, la disponibilité, on pourrait même aller sur l'adhésion au projet ou à la culture, à la vision d'une entreprise. Et l'engagement des collaborateurs, c'est aussi quelque chose qui peut se mesurer, puisqu'il existe aujourd'hui des index comme l'INPS ou l'Employee Satisfaction Index, qui peuvent donner des indications quant à ce que les gens adoptent comme comportement dans une organisation. Et du coup, d'ailleurs, Arnaud, je crois que tu avais déjà entendu en parler dans un autre format, mais du coup, ça veut dire que les employés, au lieu de créer de la valeur, et du coup, donc ils ont un salaire, et le but, c'est qu'ils créent de la valeur qui couvre leur salaire, mais en plus une valeur ajoutée. Non seulement ils ne créent pas de valeur ajoutée, mais en fait, ils coûtent à l'entreprise plus qu'autre chose. Ouais. Euh, je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais effectivement, on a identifié un coût moyen lié au désengagement des collaborateurs. La moyenne large, on va dire que c'est quelque part entre 12,6 000 euros par an, 12,6 K jusqu'à un peu plus de 15. Donc la moyenne doit se situer aux alentours de 14 915. Mais c'est vrai qu'on a surtout mesuré un taux de retour sur salaire qui existe. Un salarié considéré comme engagé, son taux de retour sur salaire, il est de l'ordre de 120%. Alors, dit autrement, si j'investis 1000 sur un salarié engagé, sa création nette de valeur serait de 1200. Donc j'ai en gros, de manière assez triviale, j'ai effectivement un gain de 200. Sur un salarié qu'on va considérer comme étant désengagé, ce retour sur salaire, il est estimé être autour de 60%. Donc à nouveau, si j'investis 1000 sur quelqu'un, s'il est désengagé, sa création ne serait que de, allez, 600. Et donc j'ai une perte par rapport à tout ça. Et encore là, on ne parle que d'un rapport individuel avec évidemment des coûts directs et indirects, mais on mesure pas, en l'état actuel des choses, on ne mesure pas l'effet de contagion qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire le risque de vitesse de propagation du désengagement dans une organisation. Pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué à mesurer. Encore que, on a des éléments qui permettent aussi de voir si on a un phénomène en propagation ou pas. Le désengagement, on va pouvoir le voir à travers l'absentéisme, on va pouvoir le voir à travers un accroissement du turnover, une baisse de résultats, un climat social qui se dégrade. En ce moment, il y a quelques élections CSE en cours à gauche, à droite. On peut voir aussi quelles sont les revendications des gens. Euh, c'est plus facile peut-être aujourd'hui de mesurer, de définir ce que c'est le désengagement que réellement d'être capable d'identifier l'engagement, petite parenthèse. Mais effectivement, voilà, le chiffre s'affiche à cabinet Mozart Consulting qui avait estimé ça à 14 580 euros en moyenne à l'année. C'est le coût individuel d'un salarié désengagé. Donc, imaginez que vous ayez effectivement 93% de votre population qui se considère comme étant faiblement engagée, voire peu engagée. C'est surtout les peu engagés, voire les complètement désengagés qui vont avoir ce coût-là. Ça vous donne une petite idée de l'argent que ça implique au niveau annuel pour votre organisation. Ouais, et puis avec les pourcentages que tu nous as présentés avant, en fait, c'est ouais, ça fois 10, ça fois 100, la note, elle s'ajoute très rapidement et elle devient vite salée. Ouais, et je veux dire, il y a plusieurs catégories dans le désengagement. Effectivement, il faut quand même attirer l'attention. Ce n'est pas tous les collaborateurs qui vont engendrer ce coût-là, fort heureusement. C'est une portion assez réduite, mais
Là aussi, si je reprends l'étude Gallup, mais il y a 2 ans, je crois, en arrière, ils changent les critères chaque année. En tout cas, ils évaluent des points un petit peu différents. Ils avaient posé la question il y a quelque temps du pourcentage de personnes qui étaient désireuses ou suffisamment désengagées pour imaginer vouloir nuire à leur employeur. Au niveau mondial, Gallup a estimé qu'il y avait 19% des salariés dans le monde qui étaient prêts à nuire à leur employeur. Ça veut dire les dézinguer sur les réseaux, ça veut dire en dire du mal dans leur réseau pro-perso, ça veut dire potentiellement aussi, on peut imaginer saboter son travail en direct ou celui des autres. Voilà, ce 14 580 €, on pourrait imaginer il soit porté véritablement par entre 15 et 20% des collaborateurs dans une entreprise, ceux qui sont activement désengagés. Entre les deux, il y a une zone un peu grise. Alors, je pense que la plupart des gens qui assistent à ce webinaire ont entendu ou ont croisé l'expression quiet quitting, dont on dit beaucoup de choses, qu'on va appeler du désengagement, mais finalement, c'est des gens qui ne sont pas sur-engagés. C'est des gens qui vont se contenter à l'instant T de faire leur travail compte tenu des avantages qu'ils peuvent en retirer, etc. Donc eux, c'est entre guillemets pas, c'est pas destructeur de valeur ni créateur d'une valeur ajoutée. C'est juste des gens qui font leur travail tel qu'il est attendu. Voilà. Donc ça implique aussi une réflexion sur ce qu'est cette notion d'engagement, désengagement, etc., qui est très liée à la culture d'une organisation. Et puis on en avait discuté un petit peu entre nous en préparant ce webinaire. On se posait la question de est-ce que c'est pas un phénomène qui est très franco-français aussi, culturellement, parce qu'on n'a pas cette tradition d'être des râleurs patentés, des insatisfaits chroniques, dans une logique de conflit, de quête et de lutte depuis fort longtemps. Bah, il y a peut-être cet élément-là à prendre en considération aussi pour relativiser un tout petit peu. C'est pas à ignorer, mais ensuite, et on va vous présenter d'ailleurs plusieurs études, c'est pas à ignorer parce que c'est vrai qu'on est connu pour être comme un peu des râleurs, mais on a fait pas mal d'études européennes, notamment celle-ci qu'on va vous présenter. Il y a quand même des chiffres qui sont très hauts sur toute l'Europe. Donc, oui, les Français, mais jusqu'à un certain point, je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup d'entreprises en général. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est la partie dont tu parlais, qui est la partie du milieu, parce que des personnes qui sont activement désengagées et activement presque en train d'essayer de nuire à leur employeur, je pense que c'est des gens qu'on ne peut pas forcément récupérer. Et je ne suis pas sûre qu'on ait très envie de les récupérer d'ailleurs, une fois qu'il y a une nuisance un peu publique. Par contre, la partie du milieu, des gens qui ne sont pas très engagés, qui font le minimum ou alors un peu moins ou alors un peu plus. Mais je pense que c'est eux, justement, qu'il faut réussir à remotiver c'est eux où il faut se concentrer pour essayer de les comprendre, de les entendre et de voir quel levier est-ce qu'on peut utiliser pour rendre un employé plus heureux et que du coup aussi, ça crée plus de valeur pour l'entreprise et un peu moins de turnover. Mm. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, je t'en prie. Effectivement, ceux qui sont activement désengagés, voire dangereux pour l'entreprise, ça va être compliqué de les raccrocher. Comme tu le disais, est-ce qu'on en a vraiment envie? C'est pas pour autant qu'il faut ignorer leur message. Il y a beaucoup de signaux à aller chercher. Je partage ton point de vue. Je pense que les efforts doivent être plutôt orientés si on devait faire la carte des acteurs, non pas sur les gens qui sont hostiles. Il faut consolider les positions avec ceux qui sont déjà les défenseurs de l'entreprise, qui sont les plus engagés, qui deviennent les ambassadeurs. Et bien évidemment, ça s'accompagne. Mais les hésitants, ceux qui sont un peu in between, comprendre aussi quelles sont leurs attentes et essayer d'y répondre le mieux possible. Mais toute démarche, quelle qu'elle soit, et quel que soit le niveau d'engagement attendu chez les collaborateurs, toute démarche passe de toute façon par un audit interne et une écoute attentive de tout ce que les gens ont à dire. Voilà, c'est pas quelque chose qui va se décréter, dans tous les cas. Non, je suis d'accord. Je fais une petite parenthèse aussi. On a plusieurs études qu'on a mis dans ces slides où on pensait que c'était intéressant d'en discuter. On a ces études qui sont prêtes à être envoyées. On n'a pas pu tout mettre. Si jamais vous êtes intéressé pour qu'on envoie une ou plusieurs des études qui vont être présentées aujourd'hui, vous pouvez évidemment nous laisser à la fin votre adresse mail et on vous les enverra directement par mail parce qu'évidemment, on ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui. Donc, en parlant de l'étude qui a été faite, qu'on va présenter ici, donc c'est une étude qui a été faite par Frina
en 2023, qui a été pris sur à peu près 3000 employés. Donc, c'est une étude qui est européenne. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi, parce qu'on va voir s'il y a des corrélations vis-à-vis de toute l'Europe et non seulement sur un seul pays. Et ensuite, évidemment, on va vous donner aussi quelques données qui sont spécifiques sur la France. Donc, aujourd'hui, 37% des employés qui ont été interrogés disent qu'ils préfèrent des avantages sociaux intéressants plutôt qu'un salaire plus haut. Alors, cette donnée, je la présente souvent, mais directement, je dis, prenons des pincettes. Si jamais aujourd'hui, je vous propose 25% de hausse de salaire ou alors un avantage en nature, on va tous prendre, enfin, en tout cas une grande majorité, on va prendre les 25% hausse de salaire. C'est pas du tout ce que cette donnée veut dire. Cette donnée, elle veut dire que sur un avantage en nature qui va être conséquent, on va avoir des personnes qui vont être plus intéressées. Pour eux, la valeur qui va être créée par cet avantage en nature va être plus intéressant que cette hausse de salaire. Donc, j'ai deux exemples à vous donner. J'ai présenté cette étude en Allemagne en début d'année et on avait fait un sondage de qui préférerait passer sur une semaine de 4 jours, donc faire le même travail qu'ils font sur 5 jours, mais le concentrer sur 4 jours pour avoir un extra jour de week-end, ou alors ceux qui préféraient avoir 15% d'augmentation. Il y a 75% de la salle qui ont levé la main pour la semaine de 4 jours. On a donné 15% d'augmentation justement pour vraiment voir quels étaient les résultats et c'était assez flagrant. Ça ne veut pas dire qu'évidemment tout le monde va faire la même chose et ça va dépendre selon les pays. Cependant, ça montre quand même qu'il y a une appétence pour les avantages sociaux qui est importante. Le deuxième exemple qu'on voit de plus en plus avec nos clients, c'est des clients qui ont en fait des enveloppes pour une hausse des salaires, mais qui n'est pas une hausse des salaires qui n'est pas excessivement conséquente et qui ne peut pas suivre avec l'inflation, donc qui est en dessous. Donc, ils ont ces budgets qui sont déjà validés pour cette augmentation de prix, sauf qu'ils savent d'avance que les employés vont être assez déçus, vont le prendre un peu comme un dû, mais en tout cas, certainement pas comme quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on a travaillé avec pas mal de clients sur prendre ce budget qui était déjà validé par l'entreprise et au lieu de le mettre en augmentation de salaire directement, de l'offrir dans un avantage en nature. Et en fait, il y a un composant émotionnel qui est assez énorme parce que du coup, si vous voulez, si on dit ma boîte me donne 50 euros par mois de plus en salaire, bon, alors au début, ils vont être contents et puis ensuite, ils vont plus forcément se rendre compte toujours de la valeur qu'a apporté leur entreprise pendant l'année. Alors que si vous passez, vous dites, bah, mon entreprise me donne 600 euros par an pour cet avantage, si vous voulez, c'est vraiment considéré comme un avantage. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas augmenter les employés, pas du tout. Je vais juste mettre une petite parenthèse. Mais en tout cas, dans les conversations qu'on a eues avec des clients qui souhaitaient vraiment montrer à leurs employés qu'ils s'investissaient et qu'ils offraient de nouvelles choses, ça a été une forme de récompense qui a été très, très appréciée. Oui. Et si tu me permets, Arnaud, aussi, donc là, on parle des collaborateurs qui peuvent être déjà dans les entreprises, mais il y a aussi les talents qu'on essaye d'attirer aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que je rencontre des RH toute la journée. Et ce qui ressort de nos échanges, donc c'est bien évidemment, comme tu l'as dit, les salaires restent aussi la priorité pour les salariés. Mais régulièrement et de plus en plus dans les entretiens, aujourd'hui, les candidats posent la question sur les avantages qui sont mis en place. Et ça, ils le valorisent et ils le valorisent aussi sur leur prise de décision quand ils vont avoir deux entreprises ou peut-être trois entreprises où ils vont avoir l'opportunité de les intégrer. Au-delà du salaire, qu'est-ce que cette entreprise va réussir à m'apporter? Et ça a un coût que eux, voilà, vraiment, ils vont aller valoriser. Mm. Après, ouais, je rejoins ce qu'Alice disait. Enfin, il faut absolument pas galvauder l'idée que l'argent n'est pas un critère de motivation. On lit beaucoup de choses sur le sujet, comme quoi la Gen Z, par exemple, serait plus attentive à des engagements de l'entreprise sur la RSE, etc., qu'à un salaire. Je- J'interviens assez régulièrement en école et c'est assez rigolo de leur poser la question aux étudiants en disant, mais si je vous dis par exemple que vous êtes payé 10% de moins que le concurrent, mais que l'entreprise est vertueuse, est-ce que vous êtes OK? La première réaction qu'on a, c'est on ne nous a pas posé la question, on n'est pas intégré dans le panel en fait. Parce que nous, on n'est pas tout à fait de cet avis-là.
Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas augmenter les gens, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, administratif, strictement RH, c'est pas forcément les mêmes budgets. Je pense qu'on aura l'occasion de donner des exemples concrets par la suite. Le salaire reste la motivation première des gens. Viennent ensuite, dans les différents éléments, on va retrouver la capacité d'une entreprise à gérer les carrières, à développer les compétences. On va retrouver les mécanismes de reconnaissance. On va retrouver l'équilibre vie pro, vie perso et la qualité du travail. Donc, là où je vous rejoins toutes les deux, c'est dans cette notion de offre globale, finalement. Si on veut réussir à engager des gens, ceux qui sont déjà là, ou à attirer les curieux et transformer les curieux en candidats, puis les candidats en salariés, ce qui serait pas mal, et pourquoi pas certains salariés en ambassadeurs derrière, effectivement, il faut s'adresser de manière globale et sans faire de cours, hein, sans faire de théorie, mais la motivation, grosso modo, c'est trois choses. C'est un, s'assurer que la personne a les moyens de faire ce qu'elle est censée faire, les tâches que je lui attribue, est-ce qu'elle se sent en capacité de les faire? Soit elle les a, soit c'est ma responsabilité d'employeur de lui donner les moyens pour qu'elle se sente en capacité de le faire. Point numéro un. Point numéro deux, est-ce que la tâche que je confie à la personne fait sens? Est-ce que elle se manifeste par un résultat concret, quelque chose, pardon, qui soit tangible? Point numéro 3, est-ce que la récompense, la reconnaissance, est à la hauteur de l'investissement qui a été consenti par la personne? Donc finalement, le premier réflexe serait de dire, tu as été performant, je te file une prime, c'est exceptionnel, et cetera, et cetera. OK, fort bien. Mais effectivement, ça ne fait pas tout aujourd'hui. Il y a sans doute pléthore de leviers qui sont un tout petit peu ignorés par les entreprises, qui vont être objets de reconnaissance, qui vont être objets de valorisation des collaborateurs. Et on va en profiter pour le rappeler. Quand vous avez des pratiques vertueuses en entreprise, spontanément, les gens deviennent des défenseurs. Donc, je parlais du INPS, l'Employer Net Promotion Score, la capacité que les gens ont à recommander votre entreprise, ça va être basé parfois sur des choses qui peuvent sembler anecdotiques, mais c'est, bah tiens, mon entreprise a décidé de favoriser la mobilité douce et on a un abondement supplémentaire sur l'achat d'un vélo à assistance électrique. Que sais-je? Voilà, c'est une idée en passant. C'est des petites choses qui peuvent sembler presque anodines, mais mises bout à bout et quand elles font l'objet d'une réflexion globale, ça devient véritablement des leviers super puissants. On va pas se mentir. Top. Ensuite, du coup, on a organisé un peu la présentation. Donc, du coup, maintenant, on parle d'avantages sociaux, mais quels sont ces avantages sociaux? Comment est-ce qu'ils impactent la fidélisation et l'engagement des collaborateurs? Il y a quelque chose qu'on a rajouté un peu au milieu. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y a beaucoup d'avantages sociaux qui sont considérés comme avantages sociaux. Mais en fait, il y a ce qui est obligatoire et il y a un vrai avantage. Et ça, il y a une vraie... on confond beaucoup les deux. Et il y a beaucoup de clients qui ont échangé avec nous trois là-dessus. On avait un peu la même expérience. Les gens qui disent, alors, vous avez ces avantages que nous donnons aux employés. Donc, par exemple, pour continuer sur la mobilité, moi, le nombre de personnes qui me disent, bah alors nous, avantage social, on offre 50% du pass de transport public. C'est pas tout à fait un avantage. C'est le minimum légal, ce qui est génial parce qu'on vit dans un pays qui essaie d'apporter beaucoup aux employés des entreprises. Cependant, c'est pas un avantage que l'entreprise donne en plus. C'est vraiment c'est vraiment le minimum légal. Mm. Bah, on les a toutes croisées. Enfin, je pense qu'on les a tous croisées, ces offres d'emploi, où c'est dans la catégorie avantages en bas, finalement, on met en avant des choses, comme tu dis, hein, qui sont réglementaires. Avantage, ce serait marrant qu'on fasse un QCM pour savoir si les gens sont capables d'identifier ce qui est obligatoire et facultatif. Des avantages sociaux obligatoires, il n'y en a pas 40. Grosso modo, mutuelle d'entreprise. Donc, mise en place, enfin, proposition systématique d'une complémentaire santé collective à l'ensemble de l'ensemble des salariés. Ça date de 2013, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a quand même 10 ans de recul. 10 ans après, continuer à présenter ça comme étant quelque chose d'absolument novateur et incroyable, ça peut être relativement comique. Les congés payés, on est normalement, si je me souviens bien de mes cours de droit, on est à 2,5 jours ouvrables par mois de base. Donc,
Tout ce qui vient au-dessus, c'est du bonus, mais c'est une obligation d'être au moins à ce rythme-là. Prise en charge des frais de transport, on a parlé effectivement, obligation de prise en charge d'au moins 50% des frais de transport, frais de transport public. Et puis, ce qu'on ignore peut-être un tout petit peu, c'est l'intéressement et la participation aux bénéfices. On n'y pense pas suffisamment. C'est encore souvent présenté comme quelque chose d'assez exceptionnel. C'est devenu obligatoire, la mise en place est devenue obligatoire dans les entreprises de plus de 50 collaborateurs. Si jamais vous n'êtes pas éligible, vous n'êtes pas soumis à cette obligation, on arrive sur la deuxième catégorie, qui sont donc les avantages sociaux facultatifs. Tout ce qui est supplétif de ce que je viens de dire, effectivement, ça marche plutôt pas mal, mais on va retrouver les prévoyances entreprises, des avantages en nature qui peuvent être proposés, et c'est là où la liste est extrêmement longue, finalement, de tout ce qui peut être mis en place, avec des montages, mais ça, après, c'est plus votre avec des montages sur des niveaux de charge, etc., qui peuvent être intéressants. Et donc, c'est pas financièrement forcément si contraignant que ça pour les entreprises. Et je me permets, juste avant qu'on passe au prochain slide, je vois une des personnes, du coup, B.Gallois, je ne sais pas quel est votre prénom, mais qui dit, j'ai même une entreprise qui avançait l'ordinateur comme un avantage social. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on parle aux entreprises, on leur dit, OK, donc repartons aujourd'hui de la stratégie RH, notamment les avantages sociaux, qu'est-ce que vous mettez en place? Et il y en a Moi, j'ai eu aussi... alors, on a mis des canapés rouges pour avoir des bureaux tech un peu à la Google. Bon, niveau avantage social, on est quand même, on est quand même assez limité là-dedans. L'ordinateur, c'est rigolo, parce que c'est juste l'obligation de l'employeur de fournir tous les moyens pour l'exécution de la mission d'un collaborateur. C'est juste ça. Bon, après, why not, hein, mais pour aller sur le facultatif, par exemple, non obligatoire, tout ce qui est bon cadeau, alors ça peut être versé directement par l'entreprise ou par le CSE, concrètement. Avantage en nature, une voiture, et la politique, la carte policy qui peut en découler, effectivement, c'est pas obligatoire. C'est un avantage en nature. Des prévoyances d'entreprise, des tickets resto avec une valeur plus importante, etc. Ça peut être un truc intéressant. Chèque vacances, chèque CESU, j'en passe et des meilleurs. Vraiment, il y a une polyvalence truc. Mais on se sert beaucoup de cette histoire d'avantages sociaux en jouant sur l'obligatoire, le non obligatoire, et comme tu le dis, en présentant des choses qui ne sont pas des avantages sociaux, juste des choses qui vont qui sont du bon sens, comme étant quelque chose de fondamentalement différenciant. Non. Euh, on va sans doute remarquer comme différence, c'est que à force de vouloir être absolument différent, on finit par mettre en avant n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on finit par se faire épingler après sur des comptes Instagram qui peuvent expliquer qu'il ne faut pas aller dans ces entreprises-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai manque de transparence aujourd'hui de la part de certaines entreprises sur les avantages qui sont mis en place et les avantages réels. J'en parlerai un petit peu plus tard aussi avec les BSI qu'on peut mettre en place. Il y a aussi les avantages qui ne sont pas forcément palpables et financiers, donc qui vont être vraiment, tu parlais tout à l'heure, Arnaud, du style de vie et justement d'arriver à organiser en fait sa vie autour de son travail et du coup d'avoir cette flexibilité. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Donc, c'est pas forcément financier, mais c'est très, très important pour les collaborateurs aujourd'hui. Et pour les entreprises, c'est pas forcément facile à mettre en place non plus parce que on est toujours sur une tangente de où je mets le pointeur un petit peu du contrôle et je leur laisse cette flexibilité ou pas sur le travail. Donc après, aujourd'hui, il y a des outils qui vont vraiment aider les entreprises à gérer ça et pour apporter vraiment cette transparence qui est hyper importante. Mm. Après, il faut que ce soit, on le disait en intro, mais il faut que ce soit adossé à une vraie vision, une vraie politique générale d'entreprise, à l'aménagement du temps de travail, la gestion de la présence, la mise à disposition de tous les outils pour que le télétravail se passe bien, par exemple, le remote se passe bien. Quand c'est bien expliqué, quand c'est bien mis en place et qu'on est capable de dire pourquoi on le fait, ça, dans la communication, un gros mot que j'aime pas utiliser, dans l'histoire qu'on en raconte et dans le marketing qu'on va en faire, ça devient effectivement potentiellement un avantage concurrentiel. Mais c'est pas des choses qu'on va décréter du jour au lendemain parce qu'il y a une urgence et que, il faut être plus fort que le voisin d'à côté. Le risque, c'est aussi le décalage entre la promesse et la réalité des services qui vont être proposés ou des avantages qui vont être mis à disposition pardon, des collaborateurs et des salariés. Voilà, faut pas tomber non plus dans une course à l'échalote
de tous les Ouais. avantages, mais ça peut être un vrai facteur de différenciation. Ça veut aussi dire que parfois, ça va amener des choix assez drastiques en termes de croissance, en termes de budget. Il y a une entreprise qu'on cite assez systématiquement sur le marché français par rapport à ça, c'est une ESN qui s'appelle Shodo, où je pense qu'ils ont parmi toutes les entreprises une des listes les plus longues d'avantages mis en place. Mais avantages au sens large, entre l'ouverture du capital aux collaborateurs, mais pas pour tout le monde. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter la croissance, sinon tout le monde ne peut pas devenir actionnaire et c'est pas équitable. Congé menstruel, tout le travail qui est fait autour du congé d'éducation, du congé parental, les congés limités. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la gestion du temps de travail, très clairement. Mais euh, je dirais que si l'entreprise aujourd'hui, elle cherche à réfléchir à ce qu'elle pourrait essayer de mettre en place pour accompagner ses collaborateurs, il faut qu'elle s'intéresse à ce qui tend les collaborateurs dans leur vie quotidienne. Alors, sans paternalisme, bien d'accord. Mais si vous avez des gens qui sont soucieux de l'organisation entre le trajet domicile, bureau, parce qu'il y a une contrainte liée à, je sais pas, une distance trop importante, plus des horaires d'école parce qu'on a des enfants, etc., etc. OK. Si c'est une problématique opérationnelle que ça crée un risque ou une tension ou un souci chez mes collaborateurs, je m'y intéresse. Comment je peux essayer d'y répondre sans tomber dans le paternalisme, sans dire je gère à ta place, voilà, qui est aussi une des limites qu'il ne faudrait pas franchir quand on parle des avantages. Ouais, complètement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit peu, un guide entre guillemets je le mets entre guillemets, des bonnes pratiques, justement de comment on va mettre en place, ces avantages. Donc il y a lesquels et comment on les met en place. La première chose, c'est exactement quasiment ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une liste qui peut être très, très longue d'avantages. Il y en a plein. Mais en fait, ils vont pas tous, ils ne se valent pas tous et surtout, ils n'ont pas tous, le même impact ou la même perception de la part des collaborateurs. Ça va dépendre des entreprises, du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Et donc, la première chose, en fait, dans ce guide des bonnes pratiques, c'est, de connaître vos salariés, de savoir de quoi eux, ils ont envie. Qu'est-ce qu'ils vont valoriser? Et pour ça, c'est pareil, vous avez plein d'outils, des SIRH, d'autres choses aussi qui vont vous aider à créer des enquêtes, des sondages, des QVT. Et ça, c'est important de le faire. Alors, c'est important de le faire si aujourd'hui, vous n'avez pas d'avantages ou pas beaucoup et que vous voulez en mettre en place, mais aussi si vous en avez déjà. En fait, parce que c'est pas parce que vous en avez déjà, que vous en proposez déjà, que c'est forcément les bons. Donc, n'hésitez pas à sonder et à récolter, de l'information de la part de vos collaborateurs sur ces avantages. Et ça, c'est une des choses qu'on a beaucoup vu quand on a fait des sondages en entreprise. Il y avait une énorme décorrélation entre ce que l'entreprise pensait. Ils disaient, bah, nous, nos employés, en fait, ce qu'ils veulent, c'est ça. Et en fait, ce que les employés demandaient. Et du coup, on a pas mal creusé. On les présentera après Mmh. quelques-unes de ces données, puis on vous les enverra directement pour ceux qui les ont demandé. Mais ça, je pense que je suis assez d'accord avec toi, Pauline. C'est quelque chose qui n'est pas du tout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout assez mis en avant. C'est le fait de vraiment écouter vos employés. Et alors, c'est un peu cliché, mais c'est écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre. Parce que très souvent, en fait, les employés le disent ou essaient de le communiquer, mais souvent, on a ou des managers ou alors des entreprises qui sont tellement sûres d'elles-mêmes et d'avoir déjà les réponses qu'en fait, elles ne prennent pas le temps d'écouter. Ouais, complètement. Et en fait, vraiment, ça doit, cette écoute, elle doit guider votre plan d'action et votre stratégie, en fait, sur les avantages que vous allez mettre en place. Donc après, il va bien avoir, évidemment, tout ce qui va être déterminer votre budget, rechercher des prestataires aussi. Donc, comment vous allez les mettre en place? Avec qui vous allez travailler? On peut vite s'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois. N'hésitez pas, en fait, à essayer de sonder des outils que vous pouvez déjà avoir en place, des prestataires qui sont déjà installés aussi dans votre entreprise. L'idée, c'est de vous faciliter aussi à vous en tant que DRH ou qu'entreprise la gestion en fait de ces avantages. Donc,
grâce à éviter de la ressaisie, de l'automatisation, par exemple, c'est ce que, on en parlera peut-être après, mais ce qu'on va faire entre Factorial et FreeNow, on va avoir des outils qui vont se connecter. Et ensuite, il y a communiquer sur les avantages. Donc, on en parlait un petit peu avant et je vous évoquais les BSI. Les salariés, en fait, ils ne se rendent pas forcément toujours compte de la valeur des avantages qu'on met en place, de l'investissement aussi que c'est pour l'entreprise de mettre en place ces bénéfices. Et donc, le BSI, c'est le bilan social individuel. Et moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises en ce moment qui le mettent en place. C'est pas quelque chose d'obligatoire, donc tout le monde ne le fait pas. C'est quelque chose qui est propre à chaque employé. Et l'idée, en fait, c'est à la fin de l'année de lui faire un petit peu un récap et de lui transmettre un document, donc de manière sécurisée, bien évidemment, mais en toute transparence sur en fait, le coût des avantages sociaux dont il va bénéficier. Ça, c'est hyper important et il ne faut pas hésiter à le mettre en valeur voilà, et le mettre en avant auprès de vos salariés. Je suis d'accord et je pense qu'il y a un marketing interne aussi à faire. Alors, quand on dit marketing, c'est pas de dire qu'on offre un truc plus beau que ce qu'il n'est, mais je pense aussi que parfois, quand on met des choses en place, on est content que ce soit mis en place, on passe à autre chose. Mais en fait, tout ce qui est la communication en interne est hyper importante. Et je pense notamment aux avantages durables dont on va parler aussi un petit peu après. Vu qu'on est aujourd'hui beaucoup plus préoccupé par tout ça, en fait, des avantages durables, par exemple, les employés, ça va beaucoup plus faire mouche et beaucoup plus, ah ouais, bah, mon entreprise, elle propose des avantages durables plutôt qu'un autre avantage qui serait peut-être monétairement la même chose, mais qui va paraître un peu plus sexy parce que c'est un des sujets du moment. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre en place des choses, mais en plus de la mise en place, il y a aussi toute la communication autour et le marketing interne à faire. Il faut que si vous mettez une solution en place, ça vaut le coup alors évidemment de prendre des bons prestats, mais aussi de soigner la présentation de ce nouvel avantage, d'éduquer sur la mise en place de cet avantage, de ce que l'entreprise a décidé d'offrir. Et ça, je trouve que dans beaucoup d'entreprises, c'est assez léger. C'est assez léger. On peut pas juste le mettre dans le job. On peut pas juste le mettre dans le job description quand on poste quelque chose en disant on a ça comme avantage social. Non, il faut que l'avantage, il faut qu'il vive. Entièrement d'accord. Et oui, en vous écoutant, il y a une idée qui me vient, c'est que je parlais de la responsabilité de l'entreprise qui doit fournir les moyens matériels, etc. Mais il y a aussi une obligation de l'employeur de s'assurer de la santé, voilà, en tout cas garantir la prévention de l'état psychique, psychologique, physiologique des gens. Je disais, si on s'intéresse à ce qui se passe dans leur quotidien, leurs problématiques les plus opérationnelles, on peut faire le lien avec ces fameux avantages. Et ce qui se passe en entreprise n'est finalement que le reflet comment dire, de préoccupations sociétales qu'on peut avoir. Donc oui, aujourd'hui, si on veut attirer, on s'amusait des Gen Z tout à l'heure, mais si on veut attirer des gens qui sont conscients de l'urgence climatique, qui sont sensibles au positionnement éthique, etc., d'une entreprise, il faut réussir à combiner les deux, c'est-à-dire l'avantage et le fond derrière. Pour en revenir à l'actualité, il y a eu un article du Monde il y a quelques semaines qui est sorti, qui expliquait une nouvelle difficulté auquel les entreprises pouvaient être confrontées, d'une part dans l'attraction et dans la fidélisation des talents, qui est la flambée sur Paris des prix de l'immobilier. Où le siège ou les bureaux sont dans Paris intramuros, les collaborateurs ou les candidats se retrouvent pour des questions de budget expatriés, renvoyés à 1, 2, 3, 5 couronnes plus loin, très grand Paris, etc. En termes de confort, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, ça a un impact. Donc, à l'entreprise, à ce moment-là, de se poser la question de ce qu'elle peut être amenée à organiser de manière, là aussi, durable, encore une fois, pour pouvoir répondre à cette problématique-là. La notion de temps de trajet, pour rester là-dessus, je crois que c'était chez Parlons RH, les équipes de Thomas Chardin qui en ont parlé il y a déjà un certain temps. Je crois que c'est un point de tension pour à peu près 36% des collaborateurs ou des salariés en France. Cette notion de temps mis pour rejoindre mon domicile à mon lieu de travail, c'est une source de problème, c'est une source d'angoisse.
À nouveau, si j'ai envie d'avoir des collaborateurs qui sont dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer, qui se disent pas c'est juste un travail et allez, je fais ce que j'ai à faire et puis comme j'ai 4 heures de RER en grève derrière pour rentrer, je ne veux faire que ce que je peux faire. Comment je peux intervenir? Donc, il y a effectivement toute cette part, et c'est ce qui s'affiche là, les avantages de mobilité. Joli chiffre, hein. 84% des salariés souhaitent que les entreprises offrent comme avantage des modes de transport durables. Il y a de quoi investir. En tout cas, il y a de quoi aller chercher comme solution. Non, et ce qui est assez intéressant, donc ça, je rebondis sur ce que tu disais, Arnaud. On l'a pas mis ici, mais ça, du coup, ce sera dans ce qu'on va vous envoyer. Avant de passer à cette donnée, en fait, dans l'étude européenne qui a été faite, on a demandé aux employés de dire quels sont les types d'avantages qu'ils aimeraient. En fait, sur quoi ils aimeraient avoir de l'aide. Quels avantages vont vraiment apporter une différence dans leur vie. Il y a plus de 80% pour la totalité des pays qui ont été interrogés ont répondu trois choses en premier. De l'aide avec les coûts de l'énergie, de l'aide avec les coûts de chauffage et de l'aide avec les coûts de transport. Donc là, aujourd'hui, donc nous, évidemment, on est sur le transport, donc c'était très intéressant et on a creusé un petit peu plus. On s'est dit, OK, si jamais on veut offrir une offre de transport, qu'est-ce qui va faire que les employés vont avoir une offre de transport qui vont leur convenir? On s'est dit qu'avec avec le Covid, et il y avait éventuellement des gens qui étaient un petit peu moins sur la durabilité, qui avaient plus envie de confort, qui avaient plus envie de privilégier les bas coûts, notamment de transport, donc peut-être ne pas avoir un véhicule électrique et avoir un véhicule à essence. On savait pas très bien en fait quel avait été l'impact du Covid là-dessus. Et post-Covid, il y a 84% en fait des gens de l'étude qui ont répondu qu'ils souhaitent que les entreprises offrent comme avantage des modes de transport durables. Et ça, c'est assez génial parce que ça a été entendu. Ça a été entendu parce que de toute façon, écologiquement, ça a besoin d'être entendu. Mais il y a aussi tous les gouvernements européens, ça on en reparlera un petit peu après, pas tous, beaucoup de gouvernements européens qui mettent en place des initiatives qui sont exonérées de charges fiscales, notamment pour la mise en place d'avantages sociaux qui sont durables. Du coup, ça aide les entreprises à prendre aussi ce virage et aller dans la direction d'offrir des modes de mobilité durables. Donc aujourd'hui, du coup, on en a parlé un petit peu avant, la mobilité, c'est un avantage social qui peut faire la différence et qui fait une grande différence. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous souhaitez donner un avantage social, le but, c'est que ça touche le plus de monde possible, que vous puissiez avoir une solution qui va satisfaire le plus de monde possible. S'il y a bien quelque chose que tout le monde fait, c'est tout le monde se déplace. Tout le monde va d'un point A à un point B tous les jours, quel que soit le métier que vous faites, ou si jamais même vous n'avez pas de métier. De chez vous au supermarché, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller prendre un café, pour aller d'un point A à un point B, tout le monde se déplace. Du coup, aujourd'hui, si vous aidez sur ces coûts de déplacement, vous allez toucher la totalité de l'entreprise. Alors qu'avec d'autres avantages que vous pourriez regarder, j'ai par exemple, on a pas mal de clients qui regardent aussi des avantages de sport, par exemple. Bon, bah, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'aller faire un jogging tous les matins ou qui a envie d'aller à la salle. Et c'est pour ça que la mobilité est particulièrement intéressante parce que c'est vraiment quelque chose, tout un peu comme le ticket restaurant l'été il y a quelques années, c'est vraiment quelque chose qui va concerner tout le monde. Du coup, pour faire un petit lien, donc on s'est dit, peut-on allier les aménagements de plus en plus attendus avec la mobilité en entreprise? Donc les gens, tout le monde se déplace, les gens sont très intéressés à ce qu'on les aide à réduire les coûts pour tout ce qui concerne leur transport. Et de l'autre côté, ce qu'ils veulent en général, c'est plus de flexibilité, de l'aide avec la santé et des avantages qui sont verts. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous aujourd'hui, Frina, on a une solution qui aide les sociétés à mettre en place des programmes de mobilité pour les employés et notamment sur la mobilité verte.
Donc, je vais vous donner deux exemples et puis si vous voulez plus d'informations dessus, on pourra vous en envoyer. Aujourd'hui, vous avez notamment en France deux avantages qui ont été exonérés de charges par le gouvernement. C'est le forfait mobilité durable. Donc, si vous voulez, vous allez donner un montant à vos employés qui va être pour les transports publics et pour les modes de mobilité douce. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez la moitié du transport public pour vos employés, c'est des budgets qui sont prévus, qui sont validés vu que c'est le minimum légal. Il y en a pas mal qui le prennent, mais parce que ça coûte pas très cher, pas forcément parce qu'en fait, ils l'utilisent activement. Si vous habitez notamment dans les grandes villes, on voit tout le monde qui est à vélo. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui payent des abonnements de vélo, mais qui en fait le payent de leur poche. Cet avantage qui a été mis en place, enfin pas cet avantage, cette initiative défiscalisée qui a été mise en place par le gouvernement vous permet de donner la même enveloppe que vous aviez prévue, mais en fait d'ouvrir complètement le choix aux différents types de mobilité douce. Donc ça, c'est très intéressant. Et le deuxième cas de figure qui a été aussi travaillé par le gouvernement, c'est la mise en place d'un crédit mobilité. Donc, c'est-à-dire, là, on va plus parler de la voiture en entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent une voiture en tant qu'avantage, mais en fait, ils se rendent compte que leurs employés n'en ont pas tellement besoin. On en a des employés ne souhaitent pas en avoir, notamment ceux qui vivent dans les villes, parce qu'en fait, ça a des coûts qui sont assez énormes. Et ou alors, quand ils récupèrent la voiture en fin d'année, le nombre de kilomètres est particulièrement bas et du coup, la voiture, elle a passé la plupart de son temps dans un parking. Et du coup, vous pouvez à la place mettre en place un crédit mobilité, c'est-à-dire une enveloppe à la place. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui donnent un, un bonus, on va dire, pour ceux qui n'ont pas la voiture de fonction. Et là, avec le crédit mobilité, vous allez pouvoir donner une enveloppe qui va être plus importante et qui va leur permettre en fait de louer des voitures, prendre des vélos, prendre des billets de train, potentiellement des billets d'avion si jamais ces entreprises elles ont besoin que les gens se déplacent en avion pour des raisons professionnelles, etc. Donc on a de la chance puisqu'on est dans un pays qui pour le coup essaie vraiment de pousser des choses intéressantes là-dessus. Eh bien, je crois on a eu une conversation très, très intéressante. Merci beaucoup à tous. Euh, et on peut passer maintenant au moment de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On a encore quelques minutes, donc nos experts sont ici pour y répondre. Surtout donc par rapport donc aux bénéfices qu'on vient de parler, aux bénéfices des transports, comment les activer, comment par exemple pouvoir sonder aussi par rapport à ces bénéfices. Donc on peut aussi utiliser un SIRH comme Factorial. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Euh, et si vous en voyez une aussi intéressante, Arnaud, Alice et Pauline, n'hésitez pas à les prendre si vous avez envie de répondre à une qui vous paraît intéressante. Alors, je vois, quand je remonte en haut, je vois David qui a dit tout à l'heure, je cherche désespérément un support type bulletin imagé pour que les salariés prennent conscience des avantages qu'ils ont. Donc, j'ai pas ce bulletin, mais moi, c'est quelque chose, je vous pousserai à challenger les prestataires avec lesquels vous travaillez pour ça. Parce que pour le coup, eux, ils ont des visuels. Si vous voulez, ils mettent ces avantages en place pour énormément d'entreprises. Et très souvent, ils ont ces visuels, ils ont ces outils de communication. Et ça, pour le coup, c'est à eux de travailler avec vous pour vous aider à faire votre communication interne en entreprise. Donc ça, je vous conseille fortement de les challenger dessus parce que, et souvent, ils sont mieux informés, donc ils ont des choses qui expliquent bien et qui sont assez intéressantes. On a aussi une question de Mathilde. Comment savoir quels sont les avantages de mon entreprise? Bah ça, c'est un petit peu compliqué justement, c'est qu'il y a peut-être un petit manque de transparence dans votre entreprise si vous n'arrivez pas à le voir. Il y a plein de façons d'aller récupérer ces informations. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas d'outils, aller consulter vos RH, vos DRH, en faire la demande directement.
Ça va être un peu la solution la plus basique. Après, c'est vrai que moi, j'accompagne, je vous parlais tout à l'heure de transition un peu vers le digital des entreprises. L'idée, c'est de mettre à disposition sur un outil toutes ces informations, que ça soit clair, transparent, qu'on y ait accès facilement, qu'on puisse comprendre les avantages. C'est là aussi le bénéfice d'avoir un SIRH. Je pense que Mathilde, vous ne devez pas forcément en avoir un du coup dans votre entreprise. Alors, on peut aller embêter les RH, bien évidemment. On adore ça. Il faut venir nous voir avec un grand sourire et nous demander gentiment. Ce serait que l'idéal, ce serait effectivement de moins avoir une information, un récap sur un intranet ou sur une base de données partagée. Euh, dans toute entreprise de plus de 11 salariés, vous avez un comité social et économique, un CSE, qui peut être assez au courant de ce qui se passe aussi en matière d'avantages. Donc, ça vaut le coup d'aller vous rapprocher, si vous êtes plus de 11 salariés en France, d'aller vous rapprocher des membres du CSE et de leur poser la question, parce que normalement, ils sont bien informés sur le sujet aussi. J'ai aussi une question de Laurine qui me paraît aussi assez intéressante. Peut-être pour Arnaud, pouvez-vous nous proposer d'autres avantages attractifs en dehors du transport pour des entreprises éloignées de la ville, s'il vous plaît? Alors, oui, je peux, parce que c'est un sujet qui a occupé un de mes clients qui occupe 2 sites industriels qui sont dans des régions assez rurales et assez peu bien desservies par les transports. Alors, en lien avec les transports directement, il y a eu des participations supplémentaires, ou en tout cas la mise en place de contrats de location, une espèce de système de free floating. Il y a eu des négociations de l'entreprise avec les pouvoirs publics. Ça n'a pas eu gain de cause, mais en tout cas, c'était plutôt intéressant pour que potentiellement il y ait des lignes de bus ou de transport en commun supplémentaires qui soient mis en place. Voilà. Mais c'est vrai que on est très dépendant dans des régions peut-être un peu plus rurales, on est très dépendant des véhicules. Aménagement autour des horaires de travail, voilà. Il y a des choses qui peuvent être mises en place sur ce registre-là. Et ce que les clients ont pu être amenés à faire aussi, ce que mes clients ont fait, c'est de ne pas travailler que sur des avantages strictement matériels. Ils ont été amenés à travailler sur les autres piliers de ce qu'on appelle l'EVP, l'Employer Value Proposition. En gros, qu'est-ce que moi, employeur, je mets sur la table en échange de la mise à disposition des compétences et du temps des collaborateurs? Il y a évidemment tout ce qui va avoir trait à la rémunération. On en a parlé, c'est le levier principal. Les avantages annexes, comment dire, des mutuelles, je résume, mais des mutuelles qui soient extrêmement avantageuses, des abondements, ce que le client a fait, un abondement supplémentaire au compte personnel de formation, puisque l'entreprise peut décider volontairement de dire, bah tiens, je te mets de l'argent en plus sur ton CPF pour que tu puisses éventuellement te former. Donc, ils ont mis l'accent sur la formation, sur les parcours de mobilité, sur les montées en compétences et sur les passages de grade. Voilà, il y a des vrais parcours qui ont été mis en place autour de tout ça. Donc, ça joue à la fois sur la catégorie avantages matériels et non, et le côté carrière. Euh, Environnement de travail, en faire quelque chose qui soit le plus agréable possible, c'est bête, mais c'est un environnement industriel. Il fait chaud en été, froid en hiver, il y a du bruit et de la poussière. S'assurer qu'il y ait des espaces de pause qui soient un peu sympas, et que les gens puissent se sentir légitimes pour en profiter. Et ça, c'est le dernier point, c'est la culture de l'entreprise. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si je me contente de déclarer des choses en disant il n'y a qu'à Faucon et ce serait bien que faut qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises en place. Et pour terminer sur cet exemple très rapidement, 4 nouveaux managers sont promus dans l'entreprise. Ils ont une demande très simple à l'origine, c'est un endroit dans lequel se réunir en confidentialité pour pouvoir discuter de cas, de gestion, d'équipe, etc. Et l'entreprise a tardé à mettre ça en place parce que c'était la crise du logement chez eux. Ça a été la source principale de mécontentement de ces néo-managers. Ça et un manque d'accès à des vestiaires. Voilà. Donc, c'est parfois des choses tout simples, mais vraiment poser la question. Il n'y a pas que la question de la mobilité, il y a d'autres choses aussi. Aller demander aux gens ce dont ils ont besoin en entreprise et voyez ce qui peut être fait. Je crois que ça a été dit aussi économiquement, parfois ça peut être intéressant pour des questions de défiscalisation aussi. Mais on en revient énormément à ça, hein. C'est en fait ceux qui ont les réponses. Enfin, c'est hyper intéressant toutes ces conversations. Ceux qui ont les réponses, c'est vos employés en fait. Et c'est à eux qu'il faut demander. Et puis c'est surtout eux qu'il faut écouter.
Mm. Pardon, vas-y, Arnaud. C'est bon. Je vois aussi, donc on a plus énormément de temps, je vois aussi plusieurs questions sur les quid des entreprises plus rurales qui ne sont pas sur Paris et ses couronnes. Alors, donc, je suppose que c'est sur le volet mobilité. Mais justement, c'est ça qui est assez intéressant parce que quand on est à Paris, quand on est dans des, quand on est dans des grandes villes, les transports en commun, les vélos, etc., c'est quand même beaucoup plus simple. Mais c'est pas ces personnes-là qui ont tellement besoin, si vous voulez, d'aide pour aller au travail. Évidemment, ils en font partie, mais c'est notamment en fait, si jamais on vous dit, bah, l'avantage c'est qu'on vous paye la moitié de votre passe transport public. Si jamais vous êtes effectivement en zone rurale, bah, ça vous fait une belle jambe qu'on vous paye la moitié d'un abonnement de quelque chose à côté. Donc le but, c'est d'essayer de vraiment trouver un avantage sur la mobilité, donc donner une enveloppe qui va être la même à tout le monde, qui va, nous, ce qu'on fait le plus souvent avec nos clients, c'est qu'on essaie de prendre une enveloppe qui est équivalente à la moitié d'un pass transport public, qui donne à l'intégralité des gens, et en fait, où là, les personnes peuvent décider dans quoi ils le dépensent. Et notamment dans les zones plus rurales, le cas d'usage le plus fréquent, en fait, c'est l'essence. Donc bon, pour le coup, c'est pas très vert, c'est pas dans le cadre d'une initiative gouvernementale verte, mais du coup, si vous voulez, avec ce même montant où il y en a qui vont pouvoir aller prendre les transports publics, et ben les personnes qui devront aller au travail en voiture, ils vont pouvoir payer une partie de leur essence avec l'argent que l'entreprise donne à tout le monde au même titre, et ça crée beaucoup plus d'équité. Oui. Alors, je vois d'autres questions, peut-être prendre une ou deux autres questions avant de terminer. Je vois Marc qui demande ce que ça signifie concrètement, donc QVT. QVT, c'est qualité de vie au travail. En fait, ça va prendre plusieurs dimensions en jeu et ça va prendre notamment 6 grandes dimensions qui vont être la relation au travail avec le climat social au global, le contenu du travail d'un salarié aussi, ce qu'il va faire, ses missions, au quotidien, la santé au travail, le parcours professionnel qu'on va pouvoir lui proposer en interne avec l'évolution des compétences, l'égalité professionnelle pour tous et enfin le système de management. Est-ce que c'est un management qui est participatif, donc qui intègre aussi les employés? Voilà ce qui est la qualité de vie au travail. Et pour rebondir avec ce que tu disais, Alice, juste avant, et Arnaud, pareil, c'est vraiment sonder vos employés. La première chose à faire quand vous voulez implémenter des avantages, mettre en place des avantages, c'est sonder vos employés. Posez-leur la question, utilisez. Il y a des outils pour ça, parce que si vous allez les voir dans le bureau, et que vous leur demandez, ils n'oseront peut-être pas vous dire, bah, en fait, moi, je m'en fiche des tickets restaurants que tu mets ou, je sais pas, du gym pass ou ce genre de choses. Donc, vous avez des outils, vous allez pouvoir avoir des remontées anonymes. Tu parlais, Arnaud, de NPS, ça donne un indicateur aussi hein, de comment se sentent les salariés. Donc, n'hésitez pas et vraiment, ça doit être la première étape de votre processus. Aidez-vous d'outils qui existent. Je sais que chez Factoria, on le propose. Plein d'autres personnes vont aussi le proposer. Donc, prenez ce qui vous semble le mieux, mais faites-le. Et puis, pour rebondir là-dessus avant de terminer, n'hésitez pas aussi à challenger un peu vos prestataires sur comment est-ce que je peux voir l'adoption de cet avantage que j'ai mis, etc. Les prestataires, ils ont ils ont plein de clients et ils ont plein de cas d'usage. Donc là-dessus, n'hésitez pas à les solliciter parce qu'ils pourront vous proposer plusieurs façons de comprendre l'adoption, de comprendre l'utilisation de cet avantage que vous avez mis en place. Et ça va être des signaux qui vont vous aider à plus comprendre. Je crois qu'on est sur la fin. Je vois aussi une autre question sur le crédit mobilité et forfait mobilité durable. Je vais pas y répondre ici parce que ça va être un peu long, mais ce que je peux faire, c'est que je vous enverrai la réponse par mail. Super, eh bien, merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et surtout à nos intervenants. Je pense que c'est vraiment une conversation très, très intéressante et il y aura aussi donc le webinaire en replay qui sera bien sûr disponible dans quelques jours, j'imagine, si c'est soumis au début de semaine prochaine. Donc, n'hésitez surtout pas à visionner le replay aussi si vous avez des doutes pour ceux qui n'étaient pas là au début.
Et puis, encore une fois, si vous avez des doutes sur les solutions Factorial ou Frina, on est ici pour y répondre. On est intégré, donc on a une solution qui est intégrée. Donc voilà, on offre des solutions qui peuvent vous faciliter la vie. Merci encore à tous et puis bonne fin d'après-midi et merci encore aux intervenants. Très Au bien. revoir. Merci à tous. Merci, bonne Bonne Au nuit. revoir. journée. Au revoir.